Coucou le monde et tout d'abord un grand merci pour vos abonnements, vos petits commentaires en dessous de mes vidéos et surtout d'être là tous les mercredis, toutes les semaines pour suivre l'avancée de mon histoire. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de ma rupture avec mon premier amour et également des personnes qui ont commencé petit à petit à arriver sur mon chemin pour m'éclairer. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les relations qui ont suivi, celles qui m'ont complètement cassée et celles qui m'ont menée vers quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Après ma première rupture, de laquelle je vous ai parlé, j'ai eu plusieurs relations avec différents hommes de plusieurs années à chaque fois, qui n'excédaient pas 2-3 ans. Donc comme je vous le disais, j'allais tout simplement rechercher des choses chez les hommes qui me manquaient à l'intérieur de moi. J'allais à l'extérieur rechercher ce qui me manquait à l'intérieur. Et quand je me suis rendu compte que l'état amoureux durait environ 3 ans, j'ai compris aussi mieux pourquoi mes relations n'excédaient pas les 3 ans. Bon, j'ai eu des relations plus courtes que d'autres. Il y en a qui ont vraiment duré, il y en a d'autres pas forcément. Et dans ces relations-là, j'ai eu des relations qui m'ont vraiment profondément brisée, desquelles je vais vous parler. Mais j'ai eu aussi des relations qui m'ont marquée. Il y a des personnes qui ont été vraiment mises sur mon chemin pour m'aider à évoluer personnellement, à cheminer sur moi-même. Je vais évidemment pas rentrer dans le détail de toutes mes histoires, mais je vais essayer de vous parler vraiment de celles qui ont été les plus déterminantes et marquantes dans mon parcours. Il y en a deux vraiment desquelles je voudrais rentrer dans le détail, et donc c'est ce que je vais faire au fur et à mesure de la vidéo. Mais avant toute chose, je voudrais vous en parler d'une principalement. Je vais vous parler rapidement de cette personne-là, pas forcément pour la relation qu'on a vécue ensemble, mais pour ce qu'elle a permis dans mon évolution personnelle et dans l'ancrage de ma foi en Dieu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que cette personne, c'était un très bon garçon, c'était quelqu'un de très gentil, avec de bonnes intentions, de bonnes valeurs aussi. Et en fait, ce garçon, il est arrivé à un moment de ma vie donc, où j'étais complètement détruite et où forcément il m'a aidé à aller mieux, etc. Mais ce que j'ai retenu de cette personne-là, avec des années de recul après, c'est que ça a été le point déterminant justement qui a fait que j'ai commencé à me positionner, à me poser des questions vis-à-vis de ma foi. Pourquoi ? Parce que ce garçon-là, il avait une grande sœur qui était croyante, pratiquante. Et j'avais régulièrement affaire à cette personne-là. J'avais aucune idée du fait que comme j'avais rencontré cette personne, donc là je parle de sa sœur en l'occurrence, je n'avais aucune idée à l'époque à quel point ça allait être révélateur pour moi aujourd'hui. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, je le perçois vraiment qu'il n'y a pas eu de hasard. Tout a été vraiment parfaitement orchestré. Et cette personne-là, c'est la toute première personne qui a fait que j'ai commencé à me poser des questions. À me dire, est-ce que ce que je ressens, finalement, ça a un lien direct avec Dieu ou pas ? Parce qu'elle n'avait pas peur de poser le mot Dieu. Elle n'avait pas peur de vraiment... Elle connaissait, elle savait, elle connaissait le sujet. Moi, j'étais vraiment encore dans le flou. Je me posais un tas de questions. Je savais que je ressentais quelque chose à l'intérieur, que quelque chose se passait en moi, mais je ne savais pas déterminer quoi, pourquoi. Et cette relation-là, aujourd'hui, je me dis, ouais, elle a servi à ça. Elle a servi à un espèce de pont entre ce que je ressentais, ce que je commençais à croire et à penser. Quand j'ai quitté ma première relation, du coup, je me suis retrouvée, comme je vous l'avais dit, chez mon père. On a vécu ensemble, moi et mon père, pendant plusieurs mois, tout seul dans la maison parentale. Et en fait, j'ai rencontré ce garçon quelques temps après. Et s'est posé la question de est-ce que je vais vivre avec mon père qui finalement avait pris une nouvelle maison avec ma belle-mère, ou est-ce que je vais vivre avec ce garçon tout simplement puisque je l'avais rencontré et que on était en âge de se prendre un appartement, etc. Donc je suis allée avec cette personne, j'ai pris un appartement. Pour vous faire très rapide, on est resté à peu près 2 ans ensemble. Finalement, il est tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Donc il n'était pas vraiment amoureux de moi, mais bon, c'est des choses qui arrivent. J'ai été très triste de cette séparation-là, comme vous le savez, j'avais déjà souffert suffisamment juste avant, donc ça a été un petit peu le coup de massue. Mais c'est une personne qui s'est très bien comportée avec moi, de très belles valeurs, et il a fait les choses avec honnêteté, il m'a dit les choses droit dans les yeux, et même si ça a été très difficile pour moi, en tout cas c'est un garçon qui n'a pas voulu me faire du mal, même s'il m'en a fait involontairement, c'était involontaire et je lui en veux pas du tout.
En tout cas, j'ai le souvenir vraiment d'avoir entretenu des échanges avec sa sœur, parce que quand j'allais le voir, c'était chez ses parents au départ, parce qu'on n'avait pas notre appartement encore. Et j'ai vraiment ce souvenir d'avoir eu des discussions, des échanges autour de Dieu avec sa sœur. Et ça représentait déjà énormément pour moi à cette époque-là qui me sentais, je me sentais incomprise, pas entendue par rapport à ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Donc ça a vraiment été la première personne à qui j'ai pu un petit peu parler de tout ça. Et quand je vous le dis que Dieu exécute ses plans à la perfection, vraiment c'est incroyable, il était déjà en train de commencer tout doucement à pointer le bout de son nez dans ma vie et à me faire comprendre, ouh, je suis là. Je ne comprenais pas encore, hein, j'étais loin de comprendre, c'était que le début. Bon, comme je vous le disais, cette relation, elle s'est terminée, il m'a quittée, j'ai dû retourner vivre chez mon père du coup et ma nouvelle belle-mère. Alors comme je vous expliquais, j'ai vécu 19 ans avec mes parents, ce qui est quand même assez énorme. Il y a eu juste ce moment où finalement je suis partie un petit peu chez mon ex, mon premier copain, et puis j'ai tout de suite enchaîné avec cet appartement, avec ce nouveau garçon. Donc là je me retrouve propulsée dans une nouvelle vie, avec de nouvelles habitudes, de nouvelles façons de faire. Donc mon père je le connais, c'est pas un problème, mais ma belle-mère je la connaissais pas du tout. Donc je me retrouve à 21 ans à devoir vivre avec ma belle-mère qui en plus avait ses garçons aussi à la maison, elle avait 2 de ses garçons. Qui ont une manière de vivre, de faire, d'être différente. Et il faut complètement se réadapter. Et je vous assure que c'est pas forcément évident de se retrouver dans ce contexte-là. Même s'ils ont été adorables avec moi, c'était pas forcément facile. Alors vous pensez bien que forcément quand ils m'ont récupérée, ils m'ont pas forcément récupérée dans un très bon état. Puisque je venais de me faire larguer. Concrètement, je venais de vivre un calvaire juste avant. La personne que j'avais rencontrée, je l'aimais, mine de rien, j'étais quand même pas avec pour rien, je m'étais pas installée pour rien, donc forcément j'avais de l'espoir que ça fonctionne. Donc ils m'ont récupérée à 21 ans à moitié en vrac, et j'ai dû forcément faire face à ces nouvelles façons d'être, ces nouvelles façons de vivre, etc. Donc tout était un petit peu confus dans ma tête, mais bon, il fallait que j'avance, il fallait que je trouve du travail dans une nouvelle région que je connaissais pas, il fallait que je me réadapte complètement. Et j'ai pas eu d'autre choix que de le faire, donc je suis allée de l'avant, j'ai essayé tant bien que mal d'avancer, de trouver un travail, de faire ce qu'il faut. Et j'ai trouvé un nouveau travail, et j'ai eu la bonne idée de m'inscrire sur un site de rencontre. Donc à ce moment-là, pour ceux qui se posent la question, avec ma mère, c'était pas la folie. on se parlait, on s'envoyait des messages, on s'appelait de temps en temps, mais on se voyait pas forcément beaucoup. Quand on se voyait, c'était comme ça, je venais manger avec elle un peu le midi, sur ses pauses au travail, etc. Mais on n'avait pas vraiment des relations très proches. C'était une petite aparté. Pour revenir au site de rencontre, du coup, je vais rencontrer ce fameux garçon qui va me détruire. Mais quand je vous dis me détruire, autant on était sur du haut level juste avant, autant là, au-dessus c'est le soleil. Alors ce garçon, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de cris, il n'y a pas eu tout ça. Il n'y a pas eu d'insultes. C'était beaucoup, beaucoup plus insidieux que ça. C'était de la manipulation psychologique. C'était de la confusion constante, des doutes, des peurs, des mystères. Bref, ça a été le début complet de l'oubli de qui je suis, de moi-même. Même si je commençais petit à petit à un petit peu sortir la tête de l'eau par rapport à ce que j'avais passé avant, non. Il est revenu, il m'a remis bien la tête en dessous l'eau comme ça. Avec ce garçon, j'ai compris ce que c'était que perdre pied. J'ai compris ce que c'était que perdre son centre. J'ai compris ce que c'était que perdre tous ses repères. Plus du tout savoir qui on est. J'ai eu comme l'impression de me dissoudre. Plus j'essayais de l'aimer, et moins j'existais. C'est cette rencontre, c'est cette personne qui va faire que je vais ouvrir les yeux sur le fait qu'il existe sur cette terre des gens d'une dangerosité sans nom. C'est simple, il était vraiment en apparence le garçon parfait. Sous tout rapport. Il était beau, il était gentil, il parlait bien. Quand je vous dis qu'il parlait bien, il parlait très bien. Il maniait très bien les mots, il parlait très bien français, il savait se tenir, il avait en apparence de très bonnes valeurs, il s'entendait très bien, très très bien avec ma famille, il n'y avait vraiment aucun problème pour ça.
Et c'est pour ça que là, je vais revenir sur ça parce que c'est important. Autant les violences physiques, c'est une chose, je vous en ai parlé, je vous ai expliqué un petit peu ce que ça crée, ce que ça fait. Autant les violences psychologiques, je peux vous assurer que c'est terrible à vivre. J'ai vécu vraiment un rêve pendant 2 ans qui s'est terminé en cauchemar éveillé. Du coup, je suis restée à peu près 1 an chez mon papa et ma belle-mère. Et à la rencontre de ce nouvel homme, je vous le donne en mille, qu'est-ce que je fais? Je reprends encore un appartement avec ce garçon. Donc vous allez me dire, t'apprends pas de tes erreurs, mais je vous assure que ça va au-delà de ça. C'est surtout que vous y croyez à chaque fois en fait, en permanence. Vous êtes tellement dans l'espoir que ça fonctionne, dans l'espoir qu'à un moment donné vous soyez bien. Vous êtes à un stade où vous n'êtes pas encore suffisamment consciente des choses. Vous êtes encore dans le pourquoi moi j'aurais pas le droit d'être heureuse. Donc finalement tout le monde a droit au bonheur. Donc moi ça va forcément m'arriver aussi, et puis j'ai le droit d'être bien, je me sens bien, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et un détail qui est important là-dedans, c'est que finalement la région dans laquelle j'ai atterri, c'est aussi une région voisine de ma cousine avec laquelle j'étais souvent. Donc je vous avais parlé de mes 2 cousines. Il y en a une qui est décédée et l'autre que je vois encore, avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Celle qui est décédée habitait la région très proche de celle de mon papa. Donc je la voyais très souvent et c'était vraiment une époque, un moment où on se voyait régulièrement, où je passais beaucoup de temps avec elle et tout ça, et ça c'est un point important aussi à souligner. Je vais aller droit au but. Je me suis aperçue en vivant avec cet homme-là qu'il avait une triple vie. Oui, pas une double vie, une triple vie. Donc il avait sa vie avec moi, il avait sa vie avec la mère de son fils, qu'il avait pris le soin de soigneusement me cacher. Je vais vous expliquer après comment tout ça, je l'ai su et comment ça s'est fait. Et aussi une vie avec sa femme. Oui, vous avez bien entendu, avec sa femme. Je disais, on était tout le temps ensemble. Les seuls moments où on n'était pas ensemble, c'était quand il était au travail ou quand il allait voir sa mère, mais ça restait généralement quand il allait voir sa mère, elle habitait juste à côté, donc je le savais, il revenait très vite. Donc vous allez me dire comment il a fait. Eh bien effectivement, c'est là où vous allez tomber un petit peu des nues, c'est que non seulement son travail lui permettait de pouvoir exécuter ses plans comme il le souhaitait, mais en plus il quittait notre lit la nuit sans même que je m'en rende compte. Il l'a fait plusieurs fois. Et ça a été terrible parce que du coup c'est ce qui m'a déclenché, alors moi il faut savoir qu'à cause de ça a déclenché un traumatisme chez moi. C'est que même aujourd'hui actuellement, pour ne rien vous cacher, quand mon conjoint fait le moindre bruit, mouvement dans le lit, ça me réveille. Parce que là, j'avais toujours eu un sommeil normal, comme tout le monde, je dors, je me réveillais pas. En tout cas, j'entendais pas forcément ce qui se passait autour de moi. Et comme j'ai su par la suite que effectivement tout ce qu'il faisait était fait dans mon dos pendant que je dormais, et c'est devenu rapidement quelque chose qui a été très problématique dans mes autres relations. Et c'est pourquoi aujourd'hui en coaching, j'explique aussi ça. C'est qu'il y a des choses qui se rejouent inconsciemment dans nos relations en fonction de ce qu'on a vécu dans les anciennes relations. Et ça, c'est quelque chose de récurrent. L'essentiel, ça reste d'en avoir conscience et de ne pas faire porter le chapeau à vos nouvelles relations. En tout cas, d'essayer d'avoir suffisamment de recul par rapport à ça et de se dire ce que j'ai vécu avec l'un, ça n'a pas forcément de lien et de rapport avec l'autre. Donc, il faut vraiment être conscient de ça et pouvoir être le plus juste possible. Pour éviter que vos traumas, vous les remettiez encore sur le tapis avec vos nouvelles relations. J'ai découvert qu'il était marié avant de découvrir qu'il avait un enfant caché. En vérité, l'enfant caché, il me l'a dit de lui-même par la suite des choses, puisque quand j'ai su qu'il était marié, moi j'ai voulu le quitter, comme une personne, je pense, sensée et normale. Mais comme on avait un appartement ensemble, c'était compliqué, et puis... je suis repartie un petit peu chez mon père en me disant que je vais prendre du recul sur la situation. J'ai pas voulu tout de suite comprendre en fait, parce que pour moi le mensonge était tellement énorme et puis de la manière dont je l'ai appris c'était ultra violent. Donc je me souviens avoir voulu prendre du recul déjà, mais là quand je vous dis que j'ai eu affaire à une personne perverse narcissique, beaucoup de gens se posent la question, est-ce que ça existe vraiment la perversion narcissique? Je vous réponds, je vous le dis formellement, la perversion narcissique, ça existe. Il y a des gens qui ont des pathologies et qui c'est en eux. J'avais fait une vidéo TikTok sur le sujet, mais je pense que ça a le mérite d'être dit ici, pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne le pervers narcissique, pour moi l'avoir vécu. Et voilà, aujourd'hui j'ai beaucoup d'informations sur le sujet que j'ai lues au travers de livres, etc.
Et je comprends vraiment, vraiment le fonctionnement, aujourd'hui avec du recul, parce que quand tu es dedans, je peux te dire que tu peux t'accrocher. Le pervers narcissique, en fait, il ne ressent pas. Ça veut dire que, si vous voulez, il va voir moi, par exemple, je vais voir une personne pleurer, ça va me rendre triste de voir une personne pleurer. Je vais me dire, bah mince, pourquoi la personne pleure? Ça me fait de la peine de la voir pleurer. Une personne perverse narcissique, elle va vous voir pleurer, mais elle va pas avoir d'état d'âme. Elle ne ressent rien à l'intérieur. Elle va juste constater que vous êtes en train de pleurer et que vous êtes triste. Donc les émotions, il va les reconnaître. Joie, peine, tristesse, tout ça, ok. Il sait ce que c'est. Par contre, il ne le ressent pas à l'intérieur. Et donc j'ai eu affaire à ce genre de personne. En fait, quand j'ai voulu le quitter, tout simplement, là j'ai eu le grand théâtre. Les supplications, les grosses larmes, les menaces, les chantages de suicide, la totale, vraiment la totale. Et comme je vous le disais, cette personne s'entendait très très bien avec en tout cas ma famille du côté de mon papa, ma belle-mère, tout ça. Et il a su très bien y faire pour faire penser, en tout cas, qu'il s'en voulait de ce mensonge et qu'il voulait me parler, qu'il voulait qu'on ait une discussion et tout ça. Donc forcément, quand on a un appartement en commun et qu'on ne peut pas partir comme ça du jour au lendemain, etc., on se pose quand même des questions. Et puis surtout que c'est une personne, comme je vous le disais, qui savait très bien manier les mots, qui savait très bien faire. Donc moi, dans ma tête, il m'aimait. C'était quand même étrange qu'il ait pu me mentir à ce point. Il s'est passé plusieurs semaines où je suis restée chez mon papa et ma belle-mère et où je me suis posé la question de qu'est-ce que je devais faire. Comme je vous le disais, il était très très fort pour vous faire penser qu'il était de bonne foi. Donc c'est ce qu'il a fait. Et j'y ai cru, complètement. J'y ai complètement cru. Je me suis même dit, c'est pas possible, ce mariage, ça doit être quelque chose que en tout cas, que je comprenais pas sur le moment et que je me disais, je ne peux pas le comprendre tant qu'il ne me l'a pas expliqué. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai laissé l'opportunité de m'expliquer. On est allé boire un verre ensemble, donc pas très loin de là où on habitait. Et je me rappelle que la toute première phrase qu'il m'a dite quand il s'est assis face à moi, c'était « Si je te dis tout, tu voudras plus jamais être avec moi ». Mon cœur, il battait à 1000 à l'heure. Je me suis dit « Mais qu'est-ce que je vais encore apprendre ? Déjà que j'ai pas l'explication sur le mariage, qu'est-ce qu'il va me dire encore, quoi ? Qu'est-ce que tu vas encore me sortir ?» Et je me rappelle que dans ma tête, c'était une stratégie. Mais je me suis dit, comme je veux tout savoir, je lui ai dit, écoute, dis-moi tout, parce que tu as plus de chances que je revienne à la maison si tu me dis tout, que si tu me caches encore des choses. Mais je savais pas ce qui m'attendait, en fait. Ce rendez-vous-là, je vous assure qu'il sera gravé en moi toute ma vie. Toute ma vie, je vais avoir les images de ce rendez-vous dans ma tête. Il a commencé à m'expliquer que il m'avait pas caché que ça, qu'il m'avait caché aussi un enfant, qu'il avait un enfant de 4 ans. Et donc il me parle de son fils. Et là, moi, spontanément, je lui dis, mais du coup, c'est un enfant que tu as avec cette femme-là ? Et là, il me répond, non, c'est une autre personne. Et donc là, il se pose plus un problème dans ma tête, mais deux, puis 3, parce que du coup, je comprends rien. Donc je lui pose des questions, mais j'ai pas les réponses que j'attends. Enfin, tout est brouillon. Je comprends rien. Il m'explique que le mariage, c'est un mariage plus ou moins arrangé, qu'il n'y a rien de sérieux entre eux, que c'est un mariage, une femme qu'il a sur les papiers, mais que c'est pas, en réalité, ils n'ont pas une vraie histoire. Enfin, tout est très compliqué. C'est une histoire d'argent aussi. Et donc je comprends que depuis le début de notre relation, alors il faut savoir qu'il avait une voiture qui était immatriculée du pays en question, et dans laquelle j'étais depuis 2 ans, où je circulais avec, j'étais avec, sans savoir que c'était pas donc, lui, mais sa femme. Et aussi, il me fait sous-entendre que tout ce qu'on a meublé dans la maison a été acheté... Voilà, ça, c'est vraiment la partie qui m'a le plus... Vraiment, j'ai eu envie de vomir. C'est que tout ce qu'on a acheté, tout ce qu'il avait acheté en tout cas... avec sa soi-disant carte bleue, qui n'était pas sa carte bleue, c'était avec l'argent de cette femme. En fait, c'était une femme qui avait beaucoup d'argent. Donc c'était un peu un arrangement entre eux, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, nos meubles, c'était pas vraiment nos meubles,
Ce qu'il m'achetait, tous les cadeaux qu'il m'achetait, parce que c'était quelqu'un qui vraiment il me couvrait de cadeaux tout le temps, bah c'était pas vraiment son argent finalement. Donc là tout ça, il me déballe tout ça, donc je prends tout ça dans la figure. Le petit garçon, il me dit qu'il ne le voit pas, que c'est très compliqué, les rapports avec la mère. Bref, que c'est moi qui l'aime, qu'il a décidé de faire sa vie avec moi, qu'il voulait pas me parler de tout ça parce que c'était trop de complications pour lui dès le départ. Voilà, il met ça sous le fait que ça avait peu d'importance dans sa vie, que c'était insignifiant et que de toute façon il comptait divorcer, qu'il comptait faire tout ça et que la seule chose qu'il voulait c'était être avec moi, qu'il était désolé que j'apprenne tout ça comme ça, mais que... Enfin bref, je vous en passe des meilleurs parce que franchement ça me dépasse. Mais en réalité c'était du théâtre. J'avais affaire à quelqu'un qui faisait du théâtre face à moi quoi. Et donc je t'aime, c'est avec toi que je vais faire ma vie, on va pas perdre tout ce qu'on a créé ensemble et machin et trucs. Sauf que moi ce jour-là j'étais déterminée, c'était pas possible, j'en avais trop appris de toute façon donc c'était compliqué dans ma tête, enfin j'étais pas du tout prête à retourner à la maison comme ça. Donc je lui ai dit non, je lui ai dit écoute ça va pas le faire, faut que je prenne du recul, faut que je respire, faut que je pense. Voilà de nouveau reparti chez mon père pour encore une fois prendre du recul, réfléchir. Moi, je discutais beaucoup aussi avec mon père et ma belle-mère de toute cette situation et il s'était tellement fait passer pour quelqu'un de bien que bah, nous on y a cru. On s'est dit peut-être qu'il s'est laissé submerger par ces trucs, ces mensonges, ces machins et que finalement il s'est pris dans un truc où il était sincère dans sa relation avec moi mais qu'il était pris dans ses mensonges quoi. Donc on y a cru. On y a cru, en tout cas moi j'y ai cru et j'y suis retournée. J'y suis retournée et on avait mis 2-3 choses au clair ensemble où je sais plus exactement, franchement c'est encore brouillon. Vous savez les traumas c'est ouf parce que ça vous supprime vraiment la mémoire et il y a des moments de notre relation où j'ai des trous noirs complets. Donc je sais plus ce qui s'était vraiment dit. J'ai souvenir d'être rentrée en contact avec sa femme, avec la mère de son fils. Je sais plus réellement. Mais en vrai, j'ai laissé passer. On a repris notre histoire. Et en fait, jusqu'au jour où on a croisé ensemble la mère de son fils et son fils dans un centre commercial. Et là, traumatisme de ma vie entière. Son fils qui l'appelle, donc dans le centre commercial. Papa! J'ai encore la voix de son fils dans la tête, c'est un truc de fou. Et je me rappelle qu'en fait, il a eu le réflexe de faire comme si c'était pas lui qu'on appelait. Alors que moi, je savais que c'était lui qu'on appelait. Et je lui ai dit, hé, c'est ton fils. Et en fait, il a fait comme si c'était pas son fils. Et il l'a clairement rejeté. Et là, c'était trop en fait. J'avais l'impression que tout était tombé dans mes pieds. Je sais pas, je vide de mon corps. C'était une sensation vraiment atroce. Autant pour ce que ce gamin il a dû ressentir sur le moment que ce que je vivais moi en tant que personne. J'ai le souvenir de la maman, du coup de la mère du fils qui était là et qui devait, je pense vraiment très certainement à ce moment-là déjà avoir conscience de à qui elle avait affaire parce qu'elle était vraiment sans réaction et ça m'a perturbée d'avoir vu ça comme si un peu elle avait accepté à qui elle avait affaire. Enfin, je sais pas trop comment expliquer ça. Mais vraiment, ce jour-là, ça y est, c'était dans ma tête, c'était acté, c'était terminé, je pouvais pas. J'ai vu la folie en lui, en fait. Et du coup, j'ai couru jusqu'à une porte de sortie pour appeler mon père et qu'il vienne me chercher sur le parking en pleurs. Et de là, j'ai su dans ma tête que c'était plus possible, mais vraiment plus possible. Je suis rentrée de nouveau chez mon père. Et là, s'en est suivi de nouveau, grosse dépression, mes journées dans le noir, complètement renfermée sur moi-même. Je me levais plus du lit. De nouveau, le vide total en fait. De nouveau. Et puis, c'est passé plusieurs semaines jusqu'à qu'on ait un rendez-vous pour le chauffage à l'appartement. Et où j'ai dû de toute façon faire face au fait que je devais être là pour ce rendez-vous. Finalement, il s'est trouvé que lui devait être présent à l'appartement ce jour-là.
Et en fait, le matin même du rendez-vous, le gars du rendez-vous du chauffage m'appelle et me dit je toque chez vous mais il n'y a personne. Donc je lui dis écoutez, normalement mon conjoint doit être sur place, mais écoutez, j'arrive, je suis à côté, donc j'arrive. Donc j'arrive avec mes clés et tout. J'ouvre la porte et il avait littéralement vidé l'appartement. Donc il restait plus rien par une moquette dans mes souvenirs. Donc du coup je tombe des nues comme ça face au fait que l'appartement est vide. Je suis désolée face au monsieur du rendez-vous. Je lui dis que écoutez je vous recontacterai, je sais pas ce qui se passe machin. Donc je l'appelle, donc ce garçon en question, et il a changé de numéro de téléphone. Donc le numéro n'est plus attribué, à l'époque c'était ça, le numéro que vous demandez n'est plus attribué. Et là je dis mais comment je vais faire? Donc j'appelle sa mère plusieurs fois, qui me répond pas. Et pour la petite anecdote, du coup sa mère m'a rappelé quelques heures plus tard en me disant c'est moi qui vais m'occuper de tout, on va faire la résiliation du bail de l'appartement ensemble. Il veut plus te voir, il veut plus rien savoir de toi. Et elle était hyper sèche, hyper méchante avec moi. Et je lui dis mais il faut que je parle avec lui, je comprends. Je lui explique que ça peut pas se faire comme ça, qu'elle est obligée de faire en sorte qu'il vienne, qu'on ait une discussion, que les choses peuvent pas s'arrêter comme ça en fait. Et non en fait, pas du tout. Elle m'a dit c'est comme ça, t'as pas le choix, de toute façon il veut plus rien savoir de toi, donc je viens, on résilie le bail et on n'en entend plus parler quoi. Et elle est venue, on a résilié le bail ensemble, et pour la petite information, c'est ça que je voulais vous dire, c'était une policière. Donc pour vous dire que parfois la police, voilà, ils sont pas toujours... Elle était très consciente de son fils, du degré de ce qui n'allait pas dans son cerveau, mais pourtant, elle l'a couvert jusqu'au bout. J'ai vraiment essayé de vous raconter cette histoire en accélérant les choses, mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Faut savoir qu'on a suivi une thérapie de couple ensemble à la suite des événements où j'ai su qu'il était marié et tout. Et en fait, la thérapeute qui nous suivait, elle nous prenait parfois seuls, parfois ensemble. Et sur les derniers temps où on s'était vus, elle m'avait dit que j'avais affaire à un sociopathe et que j'avais tout intérêt à prendre mes jambes à mon cou et à partir. Et je vous raconte pas, mais quand je suis repartie sur le chemin du retour, en plus on était en transport, je me rappelle et tout, dans le train, j'avais un milliard de choses dans ma tête, je me disais voilà, c'est dangereux, dans quoi je suis et tout. Et ouais, donc voilà, ça s'est arrêté comme ça. Et il est revenu des mois plus tard par mail. Il m'avait envoyé un long pavé, mail que je n'ai jamais lu, que j'ai pris le soin de supprimer définitivement, et je n'ai plus jamais donné de nouvelles de toute ma vie. Donc voilà, ça a fait partie des histoires qui m'ont vraiment, vraiment brisée. Et heureusement qu'il y a eu d'autres histoires beaucoup plus légères et qui m'ont vraiment littéralement mis sur le chemin de ma foi. Sur le chemin de cette conscience que j'ai aujourd'hui, de ce que les épreuves apportent, de ce que les gens vous apportent au travers de ces épreuves aussi, même si c'est des gens qu'on aurait préféré comme ça, d'une visu externe, ne pas rencontrer. Finalement, ce sont des gens qui vous font cheminer sans que vous vous en rendiez compte. Et ils sont nécessaires à être là pour vous aider dans votre perception des choses, de la vie, de ce qu'il doit être, ce qui est juste. Heureusement, en 2014, j'ai fait la rencontre d'un jeune homme qui, lui, va vraiment, vraiment m'apporter énormément. Comme je vous le disais, j'avais déjà cette foi qui était présente en moi. J'avais déjà fait quelques rencontres qui étaient venues un petit peu saupoudrer un petit peu ses croyances et essayer en tout cas de les comprendre. Et lui, il est arrivé et il a littéralement été la rencontre qui a fait tout basculer sur ce cheminement. Puis, je la vois vraiment comme... Elle est venue en fait dans ma vie comme une épreuve déguisée en fait. Je l'ai vécue sur le moment comme une épreuve, j'ai douté, je me suis beaucoup remise en question, j'ai pas compris sur le moment et puis aujourd'hui tout est clair. J'ai compris des années plus tard que c'était une relation miroir, que c'était un test dans ma vie pour venir me poser les bonnes questions vis-à-vis de ma foi. En quoi tu crois réellement ? Qui tu es réellement et qu'est-ce que tu as envie de croire vraiment. Cette personne, elle est venue me pousser à réfléchir au sens de l'existence, au sens de mon existence et au sens de Dieu. Je vais vous donner juste quelques éléments essentiels parce que j'ai vraiment pas envie de rentrer dans les détails de sa vie à lui, c'est son intimité.
Mais pour que vous compreniez ce qui s'est passé, en fait c'était une personne qui souffrait d'une maladie incurable et pour laquelle j'ai dû être présente psychologiquement et aussi physiquement. Parfois j'ai dû un petit peu faire l'infirmière. Et c'était une personne très croyante, pratiquante et qui ne trouvait pas de solution autour de cette maladie. Et il a été chercher des solutions autres, on va dire, un peu spirituelles. Alors pareil, c'est une histoire que j'ai partagée pendant 2 ans. Et on vivait ensemble, mais on vivait chez moi. Donc là, cette fois, j'avais appris de mes erreurs. J'avais pris un appartement à moi, mais par contre, il venait très souvent chez moi. Il était tout le temps chez moi, donc on vivait ensemble, quoi. Et ces 2 ans de relation, elles m'ont beaucoup apporté justement sur ce plan-là, le plan spirituel. C'est quelqu'un qui m'a amené beaucoup avec sa famille, faire des prières, voilà, vraiment un petit peu plus comprendre tout ça, là, tout ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et puis il s'est passé que du coup il a dû trouver une solution pour cette maladie. Il a dû partir dans un autre pays pendant 3 longs mois. Et du jour au lendemain, il s'est avéré qu'il m'a demandé qu'on se marie pour pouvoir continuer notre relation. Chose que je ne comprenais absolument pas. Pour lui, ça représentait quelque chose de très sérieux, puisque lui, au niveau spiritualité, son rapport avec Dieu et sa foi, il était vraiment beaucoup plus avancé que moi. Et donc pour lui, il y avait des enjeux à entretenir une relation, et même une relation charnelle avec quelqu'un. Il le voyait pas du tout de la même manière que moi, et moi à cette époque-là, je le comprenais absolument pas. Ça veut dire que quand il m'a parlé de mariage, pour moi c'était mais comment depuis 2 ans tu partages une relation avec moi et là du jour au lendemain tu me demandes de me marier et tu veux plus qu'on se voit, tu veux plus que... Enfin je comprenais rien littéralement et j'ai eu très très peur parce que je reconnaissais pas la personne que j'avais en face de moi. J'ai longtemps pensé que ces 3 mois qu'il avait pris, on l'avait métamorphosé, changé, enfin j'étais vraiment... j'ai eu très très peur. Et j'ai pas compris parce que c'est pareil, c'est une relation qui s'est arrêtée très violemment, très brutalement. Pour moi, sur le moment, j'ai vécu ça comme quelque chose de traumatisant et des années plus tard, j'ai compris. J'ai compris pourquoi cette relation s'était arrêtée comme ça, pourquoi lui, il avait eu ce rôle bien spécifique justement dans ma vie sur le plan spirituel. Et hasard de dingue ou pas, mais moi je crois pas au hasard, comme je vous le dis souvent, je vivais en parallèle, j'avais un travail dans lequel j'avais 2 collègues et dont l'une, si tu te reconnais, je te fais des gros bisous, dont l'une était pratiquante et du coup elle s'appuyait beaucoup sur la Bible et c'est elle qui m'a offert ma première Bible parce que en fait je pense que Dieu, comme je vous le dis, il orchestre bien les choses et il a fait en sorte que cette personne-là soit là pour moi à ce moment-là dans la compréhension de ce que je vivais. Parce qu'elle avait déjà les réponses que moi j'avais pas. Et elle arrivait à mettre des mots sur ce que lui vivait de son côté, que moi j'arrivais pas à analyser. Donc elle a été un petit peu un soutien psychologiquement à ce moment-là. Et c'est elle qui m'a offert ma première Bible. Donc voilà, tout est parfaitement orchestré comme je vous le dis. C'était en 2014 du coup, j'avais 25 ans quand je l'ai rencontré, 27 ans quand on s'est quitté. Et si je vous disais que pendant que je vivais cette confusion, que j'étais en train d'essayer de comprendre ce qui m'arrive, Dieu avait déjà placé quelqu'un sur ma route qui va être très important pour la suite. À cette époque, je ne pouvais pas imaginer que 5 ans plus tard, cette personne-là serait vraiment une personne stratégique dans ma vie. Et oui, il s'agit bien de Loïc. En fait, Dieu a placé Loïc sur mon chemin au même moment où j'ai rencontré ce garçon qui m'a beaucoup apporté sur le plan spirituel, comme je vous le disais. En fait, Loïc était déjà là, en coulisses, sans que je le sache, sans que je le voie, mais il était déjà là partout. Une conscience, j'avais aucune vision d'ensemble, mais Dieu, lui, il l'avait. Et vous savez quoi, j'ai croisé Loïc un nombre incalculable de fois sans que je le sache. En studio, en photo, dans des lieux qu'on n'a même pas soupçonnés où potentiellement on s'est croisés. La musique, elle faisait des ponts entre nous. Je vous parle de musique parce que mon ex était issu de ce milieu-là aussi. Et Dieu savait. Dieu l'avait déjà préparé à arriver dans ma vie. Et on s'en rendra compte que des années plus tard. C'est comme un puzzle, après tout se met en place. Ce que vous reteniez de cette vidéo, c'est qu'à chaque relation, vous devenez un peu plus conscient. À chaque relation, on grandit. Et à chaque relation, vous apprenez aussi quelque chose. Mais moi, j'étais pas suffisamment prête. Et c'est aussi pour ça que mes relations, elles ont jamais vraiment duré. Dieu, il voulait que je continue.
Il voulait que je comprenne davantage. Il voulait que je me connaisse parfaitement moi, avant d'aller vers ce qui me correspondait réellement, pour ce qu'il avait prévu pour moi, en étant aligné à qui je suis. La vie, les amis, c'est un cheminement de conscience. N'oubliez jamais ça. Tout ce que vous expérimentez vous apporte tout, dans le moindre détail. J'avais l'impression d'échouer alors qu'en réalité, je me construisais. Pas à pas, épreuve après épreuve, rencontre après rencontre, chute après chute, il y avait à chaque fois quelque chose qui germait en moi. Aujourd'hui, avec le recul, je réalise qu'il n'y avait rien qui était contre moi. Rien. Pas même les relations qui m'ont brisée, en fait. Elles m'ont toutes alignée à qui je suis. Elles m'ont ramenée à moi. Elles m'ont ramenée à Dieu. Elles m'ont préparée à accueillir quelque chose de beaucoup plus sain pour moi, de beaucoup plus stable, et de pouvoir l'accepter et le comprendre. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment ma foi s'est transformée, justement, et comment j'ai eu ce moment, cette révélation où je savais qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Comment j'ai commencé à vraiment reconnaître la présence de Dieu dans ma vie. C'était en 2020, à la naissance de ma fille. Je croyais de nouveau que j'allais encore une fois sombrer, mais la perception était différente et Dieu a fait vraiment son entrée dans ma vie. C'était à la suite d'une prière et je vous raconterai exactement comment Dieu s'est manifesté dans ma vie à la suite de cette prière. Je vous expliquerai aussi le rôle qu'a eu le papa de ma fille dans ma vie, comment il a réussi à transformer en moi les choses de manière positive sur ma perception de moi-même. Surtout comment j'ai rencontré Loïc et comment enfin ma vie a pris tout son sens. Je compte sur vous pour rester connectés pour la suite des vidéos et surtout de me mettre un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours, de savoir si ça vous plaît, parce que je vois bien que vous regardez mes vidéos, mais j'aimerais bien savoir ce que je peux améliorer, ce que je peux vous apporter. Si vous avez des curiosités, si vous voulez savoir des choses, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et j'y répondrai dans les prochaines vidéos. En tout cas, restez connectés, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et je vous promets que la suite sera encore plus belle. Bisous!